Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons nous attaquer au récit médiatique de la guerre en Ukraine, un récit qui prend de plus en plus l'eau avec la réalité du terrain. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je compte énormément sur vous pour le succès de cette émission et tout particulièrement en ce moment où YouTube n'a pas l'air de vouloir nous aider à promouvoir nos émissions aussi. Pensez à les relayer massivement, pensez également à laisser vos commentaires que je lis, comme je vous le dis chaque semaine. Et puis cliquez sur le petit pouce en l'air, ça prend 1 seconde et ça améliore le référencement. Honnêtement, ça change tout, alors je compte sur vous. À tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Régis Le Sommier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, ancien directeur adjoint de Paris Match, actuellement directeur de la rédaction d'Omerta, un média en ligne que vous avez fondé aux côtés de Charles d'Anjou en 2022. Et je préciserai également que vous venez de publier avec Omerta un hors-série Ukraine, la vérité du terrain. C'est fait en collaboration avec le CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, dirigé par Éric Denessé, que nous avons reçu il y a quelques semaines. L'objectif, c'est d'ailleurs de faire une imbrication de vos travaux, de votre travail mutuel, c'est-à-dire le reportage de terrain et le décryptage des chercheurs. Absolument. Oui, c'était l'idée, c'était d'abord de se baser sur un anniversaire, tragique anniversaire, qui sont les 2 ans de cette guerre en Ukraine, et de compiler un petit peu tout ce qu'on a pu faire. Nous, Omerta, on est allé beaucoup sur le terrain, y compris côté ukrainien, puisque la première partie est consacrée à un reportage que j'avais fait à Odessa et également à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, côté donc ukrainien, et ensuite de le compiler aussi avec toutes ces reportages que nous avons faits. Nous avons passé beaucoup de temps sur le front, côté russe, Bakhmout, Mariupol, dans les grands moments clés de cette guerre. Et l'idée, c'était justement vraiment de faire les experts d'un côté, les vrais experts, parce que je pense qu'on va en parler, il y en a beaucoup qui ont intoxiqué le public avec cette guerre en Ukraine. Là, on est sur des gens qui analysent les faits, l'évolution de la guerre, l'évolution des armes, des techniques militaires, de la stratégie, de la tactique, tout ce qui a pu être constaté pour cette guerre en Ukraine, avec le travail de terrain que nous avons accompli depuis 2 ans. Alors Régis Le Sommier, j'aimerais vous faire réagir sur l'actualité. The Economist a publié une interview d'Emmanuel Macron, le chef de l'État français. En voici la teneur. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. L'écarter a priori, c'est ne pas tirer les enseignements des 2 dernières années. Bien entendu, il parle de l'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine. Que pensez-vous de ces déclarations du président français ? Je pense d'abord qu'elles sont c'est une confirmation de ce qu'Emmanuel Macron avait déjà dit. C'est pas la première fois qu'il le confirme. D'ailleurs, je crois qu'il l'a fait au moins à 2 reprises avant. L'option, il avait également dit, de façon peut-être plus inquiétante encore, qu'il n'y avait plus de ligne rouge. Du côté français, parce que les Russes s'étaient emparés d'ailleurs de ces propos en disant du coup, du côté russe, il n'y a plus de ligne rouge non plus. Bon, la rhétorique était montée de part et d'autre, elle est redescendue un peu depuis, mais régulièrement, de façon récurrente, Emmanuel Macron rappelle sa singularité, parce que il faut rappeler que au moment où Emmanuel Macron a prononcé la première fois ses propos, immédiatement, Olaf Scholz, chancelier allemand, s'est empressé de dire il n'en est pas question, il est hors de question d'envoyer des troupes au sol. Emmanuel Macron donc a été, on va dire, désavoué par son principal allié en Europe, enfin le fameux couple franco-allemand, mais aussi par Giorgia Meloni, mais aussi par d'autres acteurs européens. Et coup de grâce, je vais dire, également par John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, qui dit nous, hors de question d'envoyer des troupes au sol. Donc finalement, il s'est retrouvé très seul à plusieurs reprises. Donc il a recommencé et il a été désavoué à chaque fois. Alors on peut s'interroger sur quelles sont les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron insiste sur cette option. Il y a d'abord une raison électorale. On arrive bientôt en juin avec l'élection européenne. La liste Renaissance fait à peu près
la moitié du score actuellement dans les sondages de celle du Rassemblement national. Donc, il a été décidé par les stratèges d'Emmanuel Macron, et par Emmanuel Macron lui-même sans doute, d'axer sur la guerre en Ukraine en mettant Marine Le Pen en difficulté à cause de son prêt, du prêt que lui avait accordé une banque russe à l'époque. Donc, sous-entendu, RN égale Russie, Renaissance égale la liberté, l'Ukraine, la morale, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect leadership européen qui est dans la balance. On sait les Allemands très réticents quand il s'agit d'intervenir dans quelconque guerre depuis 1945, et ils n'ont pas changé leur philosophie fondamentalement, même s'ils ont décidé de se réarmer, ce qui est une des conséquences aussi de la guerre en Ukraine. Mais surtout, ce qui s'est passé, ce qu'on dit peu, on le dit, mais même un petit peu à la marge, c'est que les États-Unis ont décidé de ne plus être en avant dans ce conflit ukrainien, alors qu'ils l'ont été au début. Souvenez-vous, la fourniture des missiles Javelin, des missiles Enlo, de tout l'armement progressivement qui a équipé l'armée ukrainienne. Les États-Unis ont été très en pointe. Ils se sont retirés de cette, comme ils font souvent d'ailleurs, ils se sont retirés de ce leadership, demandant de facto à l'Europe de combler ce vide et d'aider l'Ukraine. Et en fait, la charge dévolue à l'Europe aujourd'hui, c'est cette aide ukrainienne. Alors certes, les États-Unis viennent in fine de voter une enveloppe, les 61 milliards de dollars qui attendaient au Congrès depuis plusieurs mois. Ils l'ont voté à reculons, ils l'ont voté en conditionnant aussi cette aide et en montrant bien à l'électeur américain, parce qu'on est aussi dans une période de campagne électorale aux États-Unis intense, que c'était surtout l'industrie de l'armement américaine qui allait en bénéficier. Mais c'est un fait, c'est la Absolument. réalité. Donc ces 61 milliards ont été donnés, ils ne sont pas donnés évidemment en pure perte, mais on sent bien que côté américain, c'est la dernière fois. Il y aura peut-être une petite rallonge par ici, par là, mais en tout cas pour l'Ukraine, il va falloir à un moment, et une des clauses qui sous-tend cette aide aussi, pour le président Zelensky et son équipe, c'est aussi d'envisager, ou en tout cas de commencer potentiellement à ouvrir des négociations. On en est là côté américain. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un vide qui s'est créé, et Emmanuel Macron, profitant justement d'une absence de leadership en Europe, parce que c'est pas Ursula von der Leyen qui toute seule peut porter ce leadership. Elle n'est pas élue, elle n'est pas elle ne représente pas une souveraineté. Puis on a le sentiment qu'elle a pris beaucoup de recul aussi. Oui, tout à fait. On ne l'entend plus. Donc sur cette question. Également, l'OTAN est un peu aussi en retrait, suivant les États-Unis. De toute façon, il n'y a pas de secret, mais on entend nettement moins Jens Stoltenberg, le directeur de l'OTAN, le patron de l'OTAN, depuis quelques mois. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron se dit je vais faire coup double, assumer, forcer la France à conduire l'Europe quelque part, et d'un autre côté aussi, faire une sorte de voie différente, et en assurant à l'Ukraine que la France sera là si le front s'écroule. Alors, dans les propos d'Emmanuel Macron, il pose problème. Vous m'avez posé la question, je n'y ai pas complètement répondu. Il pose problème parce que il y a un flou artistique absolu autour de ses propos. En quoi consistent ces troupes ? Quelles seront-elles ? Quelle va être leur mission ? Quand pourrait-elle et où pourrait-elle être déployée ? C'est certainement pas la masse de troupes françaises. Vous savez, l'armée française, c'est 200 000 soldats, dont un corps expéditionnaire de 30 000 à 40 000 qui pourrait être mobilisé. Ça veut dire que on est face à... quand on dit 30 000, c'est vraiment le maximum. 30 000, c'était par exemple, pour donner une échelle de comparaison, quand les Russes occupaient la portion à l'ouest du Dniepr, autour de la ville de Kherson, 30 000 soldats, c'était le contingent russe uniquement à cet endroit. Donc vous imaginez, par rapport à l'ensemble des 1200 kilomètres de front, le nombre de Russes qui sont aujourd'hui mobilisés, on avoisine autour de 500 000, et du côté ukrainien, on a à peu près la même chose. Donc
voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. Alors, qu'est-ce que pourraient faire nos soldats? Il faut voir qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été habitué, dans le gouvernement Hollande, avant, je dirais, à voir que les interventions françaises peuvent être faites de façon assez rapide avec des forces spéciales. Vous savez, les Français, comme les Américains, après l'Irak et après l'Afghanistan, ont surusé des forces spéciales, parce que les forces spéciales, ça permet d'intervenir dans une mission précise, dans un cadre défini, limité dans le temps. Terroristes d'ailleurs. Souvent antiterroristes, évidemment, puisque c'était l'objet, sans avoir à envoyer un corps expéditionnaire, des soldats au sol, avec les morts, les blessés, et évidemment la perte d'image à la maison, et tout ce que ça peut poser comme problème. Donc là, cette mentalité de l'envoi de troupes, elle a été, je dirais, c'est la mentalité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en privé, a expliqué qu'on pouvait très bien faire avec l'Ukraine comme on avait fait avec l'Afrique. C'est-à-dire d'envoyer des troupes sans qu'il y ait un mandat de l'OTAN, que ce soit la France qui intervienne, à la demande de pays. Et en effet, quand on regarde l'histoire en 2013 au Mali, la France est intervenue dans le cadre de l'opération Serval à la demande du gouvernement malien, à la demande de Bamako, pour empêcher les djihadistes venus du Nord et les Touaregs de s'emparer du pouvoir. Avec les résultats qu'on connaît, soit dit en passant. Alors ça, c'est 8 ans plus tard, en effet, 10 ans plus tard, on va dire, avec Barkhane. Mais la déconvenue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le principe, Emmanuel Macron met ça en avant en disant on pourrait très bien faire ça en Ukraine. Sauf que c'est pas vrai du tout. Et hier, ça lui a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères hongrois, qui expliquait que si les Français envoient des troupes, l'article 5 de l'OTAN, théoriquement, c'est pas de la théorie, hein, donc ça engagerait l'OTAN, ça n'engagerait pas que la France, et de facto, on se retrouverait en guerre contre la Russie. Et c'est ça où il y a une ambiguïté terrible dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est que les conséquences peuvent être une guerre contre la Russie, ça c'est clair, que en face, à la différence de l'Afrique, on n'a pas de ce que les militaires appellent les GATT, les groupes armés terroristes, qui sont reconnus par aucune instance internationale, le IGS, ACMI, etc. En face, on a la Russie qui, elle, est reconnue par les instances internationales, est une puissance conséquente, et donc on n'est pas du tout dans la même configuration, et deux, surtout, on n'est pas du tout dans le même type de guerre. Nos armées, depuis 15 ans, n'ont pas été du tout habituées à des conflits de haute intensité. On a participé à des portions, on va dire, ou à des conflits urbains. Par exemple, moi j'ai couvert la bataille de Mossoul, qui était un conflit urbain avec un front contre front, dans lequel la France a participé, notamment à travers ces fameux canons César, mais aussi avec ses forces spéciales à l'époque. Donc on a participé à des épisodes de haute intensité, mais en Afrique, on a combattu des guérillas, on a combattu un ennemi qui se dérobe, qui tend des embuscades, qui met des explosifs sur la route, et on s'est retrouvé dans la situation où les Américains étaient en Irak, où ils étaient en Afghanistan, c'est-à-dire avec un rapport du faible au fort, c'est-à-dire avec des règles de la guerre complètement différentes, et ça fait 15 ans qu'on fait ce type d'intervention. Là, on est dans une haute intensité. On est dans un conflit type Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, avec un front défini, avec un adversaire au moins aussi bien équipé que nous, un adversaire qui, si on intervient, lui, il a 2 ans d'expérience, et notamment 2 ans d'usage des drones. Je suis pas sûr que l'armée française aujourd'hui soit au niveau. On en est à fabriquer notre premier drone. On a acheté des drones aux États-Unis précisément pour l'Afrique. Là, je vous donne un seul exemple. La milice Wagner, au sommet de sa gloire, c'est-à-dire avant la chute de Prigojine, avant la rébellion de Prigojine, possédait à elle seule, avait fabriqué, conçu et mis en service une 30aine de drones, uniquement pour la milice Wagner, tirés de ses expériences de Bakhmout, drones d'observation, drones kamikazes, etc., combinaison des deux. Voilà, donc cette haute technologie de la guerre, on ne l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas ? L'autre question, c'est de quoi a besoin l'Ukraine ? L'Ukraine, aujourd'hui, elle a besoin de munitions, surtout. C'est ce qu'a dit le président Zelensky. D'ailleurs, il avait un peu volé au secours d'Emmanuel Macron, sentant qu'il y avait eu un peu... Quand Emmanuel Macron a parlé d'envoi de troupes au sol, à l'époque, vous vous souvenez, il y avait une discussion, il y avait un vote à l'Assemblée nationale, donc ça avait fait un tollé, et en plus, le sujet Ukraine était débattu par nos députés. Donc Emmanuel Macron avait lancé cette
cette phrase qui avait fait les gros titres. Et le président Zelensky était venu dire l'Ukraine tient pour le moment, elle n'a pas besoin des troupes françaises. Donc il l'avait dit. Et il avait même insisté en disant... C'est d'ailleurs ce que rappellent les États-Unis très régulièrement. John Kirby l'a dit, Emmanuel Macron dit ce qu'il veut, mais Zelensky n'a pas demandé des troupes au sol. Il n'a pas demandé de troupes au sol. Donc ça, c'est une chose intéressante à constater. Par contre, Zelensky a demandé des armes. Zelensky a demandé des systèmes de défense anti-aériens surtout. On voit aujourd'hui que les Russes ont des capacités d'envoi de bombes flottantes, de missiles très dans la profondeur, extrêmement dans la profondeur, parce que les systèmes de défense anti-aériens ukrainiens sont extrêmement déficients aujourd'hui. Donc ils ont besoin de missiles patriotes, ils ont besoin de ce type d'équipement. Ils ont aussi besoin d'armes, je dirais plus classiques, d'artillerie, d'obus, 252 mm, 255 mm, 222 mm. Donc tout ça fait que l'Ukraine a besoin d'armes. Elle n'a pas besoin d'hommes, ou alors si elle a besoin d'hommes, c'est des hommes pour tenir des tranchées, c'est des hommes pour établir des positions défensives, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine recule. Les Russes, depuis la chute d'Avdiivka à la mi-février, ont reconquis environ 500 km². Il y a une semaine et demie, sur le saillant à l'ouest d'Avdiivka, à Otcheretine, ont en 24 heures fait une percée de 5 km. 5 km, c'est énorme. Sur des systèmes de défense ukrainiens établis depuis 2014, c'est-à-dire des véritables forteresses. Il y a eu un problème, les Ukrainiens ont fait une rotation d'unités qui s'est mal passée, les Russes en ont profité, et depuis, ils n'ont fait qu'élargir leurs saillants. Donc, ils ont progressé à l'ouest d'Avdiivka, et donc la chute d'Avdiivka a en effet, à la différence de Bakhmout à l'époque, a permis aux Russes d'avancer de façon significative vers l'ouest et donc vers le Dniepr. On n'y est pas encore, les systèmes de défense ukrainiens tiennent encore, il n'y a pas de percée magistrale, mais on sent bien que de Kupiansk jusqu'à Zaporozhye, hier ou avant-hier, les Russes ont repris la ville de Robotine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Robotine, c'était le fameux cimetière de chars que les Ukrainiens avaient arraché au prix de carcasses de léopards. Vous vous souvenez, c'était à l'été 2023, c'était il y a un an. Eh bien, on voyait les carcasses de chars léopards, de Bradley s'accumuler, et les Ukrainiens avaient réussi à prendre cette ville. Eh bien, les Russes l'ont reconquise. Donc, ils sont en train d'annihiler tous les gains que la fameuse contre-offensive ukrainienne de l'été et l'automne 2023 avait permis d'obtenir. Voilà où on en est. Donc, à envoyer des troupes, pourquoi ? Où on dit des légionnaires viendraient défendre Odessa. Oui, des légionnaires, certes, mais pour les mettre où ? Pour tenir des tranchées à l'est d'Odessa, face aux Russes ? Moi, j'ai énormément de doutes sur, d'abord, l'utilité des Français. Leur nombre ne sera certainement pas suffisant. Et les missions qu'on va leur donner, c'est des missions comme les poilus de 14. C'est-à-dire des missions où vous tenez la tranchée. Vous tenez la tranchée. Quelque part, c'est de la masse humaine dont a besoin l'Ukraine. Elle n'a pas besoin de force spéciale. Ça, je reviens par rapport à ce que je disais avant. Alors, il y a peut-être des missions précises qui seront données, mais les missions, je dirais, à l'arrière, quelque part, elles sont déjà fournies, elles sont déjà opérantes. La France, avec les États-Unis, a décidé de former les artilleurs ukrainiens. Ça se fait en Pologne. On est au chevet, justement, de l'artillerie ukrainienne pour essayer de la développer, de la rendre plus efficace et d'inverser le rapport de force qui est de façon écrasante sur le front. Moi, j'ai pu le constater. On est à 9 contre 1, c'est-à-dire un obus ukrainien et 9 Russes de l'autre côté. Donc le rapport de feu est écrasant en faveur des Russes aujourd'hui. Il faut rétablir ça, il faut corriger ça, et pour ça, des armes et surtout, je vous dis, des soldats, mais des soldats, pas des opérateurs, pas des gens qui vont aller faire des missions antiterroristes comme nous, on a l'habitude d'en faire. Alors vous avez parlé de guerre conventionnelle, j'allais dire de haute intensité. Il y a quelque chose qui est très significatif aussi, qui s'imbrique dans ce conflit armé, c'est aussi la propagande de guerre. Parmi celles-ci, on peut constater qu'en France, c'est un terrain de jeu particulièrement apprécié. Oui. J'aimerais tout de suite vous faire écouter un petit extrait de France Info, une chaîne publique donc, qui parle d'armes chimiques.
Des Américains qui accusent, eux, les Russes d'avoir utilisé des armes chimiques en Ukraine. Oui, de la chloropicrine. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler parce que ça fait plusieurs années que c'est interdit comme arme. On en a utilisé beaucoup en France lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi dans l'agriculture, par les gardes-chasse. Mais donc, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques interdit son usage sur le front. Et le département d'État américain affirme que la Russie l'a utilisé pour, je cite, déloger les forces ukrainiennes de positions fortifiées et réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille. La diplomatie américaine qui affirme aussi que la Russie s'est servie d'agents anti-émeutes, c'est-à-dire de gaz lacrymogène, comme d'une arme de guerre, ce qui, ça aussi, est interdit. Bon, on ne va pas parler de l'utilisation des gaz lacrymogènes en France. Il y aurait tout un chapitre. Mais il y aurait tout un chapitre à faire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, ces accusations d'armes chimiques? Ce ne sont pas les premières. Il y en a déjà eu au tout début de la guerre en Ukraine. Et puis bon, bien entendu, on se rappelle de la fiole de Colin Powell pour aller en Irak. Comment vous voyez ça, là? Il y a eu plusieurs. Moi, j'ai couvert beaucoup la guerre en Syrie aussi, où l'usage du chimique a eu lieu. Il a eu lieu par les forces de Bachar el-Assad, par aussi certains groupes d'opposition. Mais ce qui était intéressant quand on voit la narration d'un conflit, c'est qu'en général, quand la partie qui est défendue, on va dire, par les médias mainstream est en recul, étonnamment, je trouve, on voit l'apparition d'armes chimiques. C'était le cas quand l'armée syrienne, après avoir beaucoup reculé pendant la première phase de la guerre, avec l'appui des Russes, du Hezbollah et de l'Iran, a commencé à reconquérir le territoire. Et là, à ce moment-là, on a commencé à dire oui, ils utilisent du chimique, etc. C'est des armes sales, et on commence à entendre parler de torture, on commence à entendre parler. C'est-à-dire qu'en fait, cet argument vient appuyer une position délicate, ou en tout cas dans la narration du conflit, puisqu'on parlait de la façon de raconter la guerre, qui est au moins aussi important que la guerre elle-même. Eh bien, ça permet justement de rétablir l'équilibre par rapport à une situation sur le front qui est catastrophique ou en tout cas difficile. Là, en l'occurrence, on parle d'usage de lacrymogène. Enfin, on est et je ne suis pas sûr que depuis cet usage, je crois, avec l'aide d'un drone FPV, donc First Person View, les petits drones équipés donc qui seraient équipés d'armes chimiques, c'est possible. Maintenant, je ne vois pas à l'heure actuelle quel l'intérêt ça aurait pour les Russes. L'arme chimique, il y a toujours un facteur psychologique. Vous savez, en 14-18, quand les Allemands ont commencé à en utiliser, que les Anglais, nous aussi, nous en avons utilisé, les fameux gaz moutarde, eh bien, ça provoquait la terreur chez les troupes en face, parce qu'on se disait, à tout moment, un obus peut atterrir et livrer une charge et intoxiquer nos soldats et les tuer. Vous avez même une ville, la ville d'Ypres, qui était la seule partie de la Belgique qui n'avait pas été conquise par l'Allemagne, à laquelle les Alliés se sont accrochés pendant plusieurs années. Le gaz moutarde était surnommé l'hypérite, du nom de la ville d'Ypres. Donc ça en dit long sur les conséquences et l'aspect psychologique de ces armes. Je ne suis pas sûr qu'en Ukraine aujourd'hui, à l'heure où on parle, la question du chimique soit fondamentale. C'est un argument pour dire les Russes pour diaboliser, ont potentiellement utilisé. Donc voilà, de même que l'usage des massacres, les civils, les personnes déplacées qui sont kidnappées par les Russes. J'entendais la même chaîne France Info expliquer que des gens avaient disparu depuis le début de la guerre hier et qu'il y avait à peu près 2000 civils ukrainiens dont on n'avait plus entendu parler. Il y a aussi parmi ces 2000, à mon avis, pas mal qui sont morts, qui ont été ensevelis. Moi, j'ai visité Mariupol 6 mois après la bataille. Je peux vous dire que dans certains coins, ça sentait le cadavre, parce que sous les gravats, des corps étaient encore là. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été retrouvés. À chaque fois qu'il y a une guerre, c'est le cas. Alors, peut-être que les Russes en ont mis en prison. Ça, c'est possible. Pardon de vous interrompre, mais il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est que à la fois, les médias diabolisent énormément l'ennemi, donc évidemment la Russie, aggravent, on va dire, la portée de la guerre, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une déconnexion totale avec le simple fait que la guerre fait des morts. Alors ça c'est oui. C'est surréaliste, quoi. C'est-à-dire, elle fait des morts quand
quand c'est dans le camp du bien, alors là, oui, c'est tragique. En revanche, si demain, une bombe ukrainienne frappe dans le Donbass, le centre-ville de Donetsk, là, on n'entend quasiment pas parler. Alors qu'en réalité, la proportion des échanges de tirs d'artillerie sur des positions civiles qui existent, elle est équivalente des deux côtés. Vous aviez la gare de Kramatorsk qui avait été visée au début de la guerre, le centre de Donetsk a été visé depuis 2014. Il y a eu des morts quasiment toutes les semaines, on va dire. Bon, ceux-là n'ont pas un intérêt évident puisqu'ils sont du mauvais côté. Mais c'est on toujours se rappelle la question. accessoirement les réactions pendant l'attentat de Moscou aussi en France, qui étaient absolument indignes. Surréaliste. Alors, certains hommes politiques ont quand même un sursaut en disant il s'agit quand même du même ennemi que le nôtre, en l'occurrence Daesh, possiblement, mais on a entendu tout et n'importe quoi. En fait, la vraie question qu'il faut se poser quand c'est comme ça, c'est qui parle, au nom de qui, sur quelle chaîne, et en gros, en fonction de ça, bien vous avez un peu une idée de ce qui va être dit. Et l'idée, c'est de montrer que l'ennemi est abominable, c'est ce qu'on appelle le fameux reductio ad Hitlerum, qui fait de Vladimir Poutine le successeur d'Adolf Hitler. Il y a eu la même chose avec Saddam Hussein, il y a eu la même chose avec Kadhafi, il y a eu la même chose avec Bachar el-Assad, qui, pour prendre ces 4 leaders, sont des leaders avec lesquels pendant des dizaines d'années, des décennies, nous nous sommes parfaitement accommodés. Mais les circonstances étant différentes et nos intérêts n'étant plus les mêmes, eh bien ces gens-là deviennent le diable. Alors, ce que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est quels sont les objectifs de ces accusations. Parce qu'on parle d'armes chimiques, mais là, on l'a vu, la situation sur le front est très compliquée. Globalement, l'Ukraine a besoin d'armes, mais on n'a plus grand-chose à lui envoyer. Les troupes au sol, on n'en aurait pas vraiment à envoyer, mais de toute façon, Zelensky n'en veut pas. Donc, quel est l'objectif de cette agitation d'accusation d'armes chimiques, parfois de massacres de masse de civils, etc. etc. On peine à comprendre ce que ça vient appuyer dans la décision politique. Dans la décision politique et l'acceptation populaire, soit dit en passant. Bien sûr. Alors ça, il y a la question de la déconnexion entre nos élites. On parle souvent, vous savez, il y a le terme parisianisme, mais là, c'est même plus du parisianisme. C'est-à-dire qu'on est, par rapport à ce que pensent les Français, en l'occurrence de la guerre en Ukraine, qui reste quand même quelque chose pour eux de très loin. Dans les campagnes, ils peuvent voir parfois des Ukrainiens, il y a des réfugiés ukrainiens qui sont venus, mais c'est très loin, c'est très compliqué, on ne connaît pas bien l'Ukraine, et ça reste quelque chose qui n'est pas de leur préoccupation première. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, ce qu'on se rend compte, je pense qu'on a péché par excès de confiance. Les Ukrainiens ne nous ont pas aidés non plus dans la compréhension ni dans l'estimation, je dirais juste, de ce qui se passait dans leur pays, en nous expliquant qu'ils avaient les possibilités de vaincre la Russie. Ça, c'est une chose qu'il faut noter. De notre côté, il y a un certain nombre d'agents, de gens qui... c'est toujours les mêmes. Hier, je regardais des déclarations de Bruno Tertrais, qui, pareil, dirige un centre d'observation géopolitique et autres, qui expliquait que, en fait, les Ukrainiens aujourd'hui, on s'en rendait pas compte, mais grâce aux missiles longue portée livrés par les Américains, commençaient à avoir un impact réel sur l'infrastructure pétrolière, les raffineries russes qui ont été en partie visées. Ce qui n'est pas au goût des Américains d'ailleurs. Non, du tout. Évidemment, ça fait monter les prix du pétrole, donc c'est pas dans leur intérêt. Donc du coup, ça va s'arrêter assez rapidement, ou ça n'ira pas au-delà de voilà. Mais le même Bruno Tertrais nous expliquait que ça, c'était un facteur qui pouvait peut-être changer les choses pour essayer de contrebalancer et de récupérer un narratif de victoire. Parce que le problème, il est là. C'est qu'on a, comment on est allé, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, et après une première phase ratée, on va dire, de cette offensive, après des atermoiements, après des retraits successifs de la zone de Kiev, de celle de Kharkiv et de celle de Kherson, eh bien, on s'est dit les Russes sont dans les choux. Et là, on a eu un déferlement d'affirmations complètement absurdes de la part d'experts attitrés. Je pourrais en citer plein. J'ai cité donc le fameux Bruno Tertrais qui, le 23 août 2023, disait l'armée russe est en état de décomposition. 2022, c'était il y a 2 ans. J'ai fait un petit tweet hier en lui demandant où ça en est là. Parce que j'ai vu voilà, je lui demandais, écoutez, là vous aviez dit ça à cette époque, où en est-on aujourd'hui? Bon,
ironique évidemment. Pierre Servan aussi, vous avez Nicolas Tanzer, pour ne pas le nommer, vous avez le général Yakovlev, parce qu'il n'y a pas que ces intellectuels ou pseudo-experts, il y a aussi des anciens militaires, les fameux généraux à la retraite, qui viennent expliquer ce qui se passe sur le terrain avec des airs très sérieux pour apporter une caution. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que progressivement, cette narration de la guerre en Ukraine fonctionnait à partir du moment où les Russes étaient en effet dans une position de repli. Mais quand on a... Je prends juste un exemple, parce qu'il y en aurait des dizaines. Quand les Russes ont évacué Kherson, aujourd'hui, l'évacuation de Kherson, elle est analysée, par exemple, à West Point, aux États-Unis, pratiquement comme celle comme la poche de falaise en 1944. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que oui, l'armée allemande est en retrait, oui, l'armée allemande perd du terrain, mais elle va permettre, à travers la poche de falaise et l'évacuation des 2/3 de l'armée allemande de Normandie, de repasser la Seine et ensuite de faire la bataille des Ardennes. Vous voyez ? Donc, en hiver 1945. Kherson, qu'est-ce qui a permis Kherson ? Kherson a permis d'évacuer ces 25 000, 30 000 soldats qui se trouvaient de l'ouest, sur la rive ouest du Dniepr, de les faire repasser le même Dniepr. Avec très peu de pertes ? Très peu de pertes. Les Américains ont été même surpris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris exactement, malgré tout leur système de détection, quand les Russes ont véritablement quitté cette région, parce qu'ils avaient laissé évidemment en arrière des arrière-gardes pour donner le change, pour montrer qu'il y avait encore une présence, et quasiment en une nuit, ils ont repassé ce fleuve immense. Et donc ça a été une opération réalisée de façon remarquable par le général Surovikin, qui était à l'époque en charge de cette opération spéciale. Et ce qu'on n'a pas vu, on a traité ça évidemment de libération de Kherson. On a dit les Ukrainiens reprennent Kherson. On a montré la liesse des habitants, ce qui était réel. Moi, je suis allé à Kherson sous occupation russe. Je peux vous dire que c'était une zone qui n'était pas franchement acquise à la Russie. Il y avait beaucoup de partisans, beaucoup d'officiels russes qui étaient ciblés, éliminés par les partisans ukrainiens. Et on sentait que même au niveau de la population, quand on discutait avec eux, la présence des Russes n'était pas quelque chose de souhaité, de désiré. C'est pas Donetsk, à la différence du Donbass ou de Crimée ou d'autres zones beaucoup plus pro-russes. Non, donc cette opération a eu lieu. Elle s'est couplée immédiatement de la mise en place de cette fameuse ligne Surovikin, c'est-à-dire d'un système défensif en trois parties que les Russes ont eu quasiment 8 mois pour mettre en place et qu'ils ont copié finalement sur ce qu'ils avaient fait à Koursk en 1943, qui avait permis d'user les meilleures divisions, la division d'Asreich, la division Leibstandart et autres, et les divisions d'élite, Großdeutschland et autres, de la Wehrmacht. Ils avaient véritablement usé sur leur ligne défensive cette division. Là, ils ont fait la même chose avec la contre-offensive ukrainienne qui est morte dans les champs de mines au pied de la première ligne que les Ukrainiens n'ont quasiment jamais atteint. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que cette narration a desservi l'Ukraine. Elle lui a indiqué qu'elle allait gagner alors qu'elle ne pouvait pas gagner. Aujourd'hui, vous avez des généraux ukrainiens qui le disent. Vous avez des généraux ukrainiens qui disent ça sera très très difficile de reconquérir les frontières de 91. Or, la reconquête des frontières de 91 était un objectif admis par tous ces spécialistes, comme si il suffit d'aller dans le Donbass. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps pour comprendre que c'est une véritable forteresse russe. Je parle des 3/4 du Donbass contrôlé par la Russie. C'est un endroit 100% russe. C'est un endroit où vous avez des militaires partout. Donc, reconquérir ce Donbass-là, en plus il est plutôt en hauteur par rapport aux positions ukrainiennes qui ont plutôt tendance à être dans la plaine. Donc imaginez le travail qu'il faudrait, c'est 18 Bakhmout qu'il faut refaire en sens inverse pour que les Ukrainiennes arrivent à conquérir Lugansk, Donetsk et à repousser les Russes au-delà des fameuses frontières de 1991. Donc ça c'est totalement absurde. Et
Je pense qu'un certain nombre de ces spécialistes le savaient, mais ils ont été, d'abord, l'objectif étant de garder son rond de serviette sur LCI ou autre. Ça, c'est un objectif, pour pouvoir continuer à raconter et à montrer son visage à la télévision. Il fallait pas s'écarter d'un iota. Il y avait l'Ukraine devait gagner, la Russie devait s'effondrer. Venez les propos de Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, en fait, on est à 3% de croissance pour la Russie et un pays qui est aujourd'hui, d'un point de vue militaire, pratiquement en économie de guerre, avec des obus à foison, une production d'armement et une industrie d'armement que les Ukrainiens n'ont pas. Et donc, nous n'avons pas non plus cette industrie d'armement, et c'est pas en 6 mois, 1 an. Or, c'est maintenant qu'il faudrait que l'Ukraine ait ces armements. Après, ça sera trop tard. Quand Emmanuel Macron dit que les Russes peuvent percer, je pense qu'il a raison. Oui, les Russes peuvent percer. Il peut y avoir un effondrement du front côté ukrainien. C'est une possibilité. Une grande offensive à l'été des Russes ou à l'automne. Et en tout cas, la situation est absolument critique. Alors après, ce qu'il faut faire, envoyer des troupes, pas envoyer des troupes, parler de parapluie nucléaire ou de partage ou de mutualisation de l'arme atomique aux 27 pays membres de l'Union européenne, ou éventuellement étendre justement notre protection, c'est aussi une mesure qui me paraît aller dans le sens de l'intervention des troupes. C'est-à-dire, c'est des mesures qu'on met en avant parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre, en fait, bien sûr. Et qu'on a peur. On a l'impression que cette situation, si l'Europe et tout particulièrement la France est dans le déni, en revanche, les États-Unis commencent très largement à la prendre en considération. C'est ce que racontait Pascal Boniface, le patron de l'IRI. Je vous propose qu'on l'écoute rapidement. J'ai passé la semaine dernière à New York, je n'ai vu aucun, et j'ai plutôt vu des gens proches de Biden, donc partisans du NED, etc. Aucun ne croit à une victoire de l'Ukraine. Personne à Washington ne pense que l'Ukraine pourra regagner tel que son... Et d'ailleurs, l'aide... Ils pensent quoi alors du coup ? Ils pensent que c'est mal parti. Ils pensent qu'on va envoyer de l'aide à l'Ukraine pour tenir jusqu'aux élections. Et américaines, j'entends. Parce que si l'Ukraine devait tomber pour Biden, ce serait quand même, après Kaboul, ça ferait quand même beaucoup. Alors on a vraiment le sentiment quand même que le sort de l'Ukraine est suspendu aux élections américaines. Selon vous, vous qui connaissez très bien les États-Unis aussi, selon vous, quels sont les deux scénarios possibles si Biden reste, si Trump revient ? Écoutez, Trump n'a pas fait mystère d'être capable d'arrêter la guerre en 24 heures. Ça, c'est du Trump tout craché. En tout cas, c'est certain que Trump ne continuera pas à aider l'Ukraine, qu'il y aura, je suis pas sûr non plus qu'il y ait une capitulation des États-Unis par rapport au statu quo qu'ont réussi à établir les Russes sur le front et à leur capacité aujourd'hui et à leur puissance. Trump voudra jouer aussi une partie, de confrontation et de force avec Poutine. Il va pas non plus, mais il va utiliser les arguments qu'il a utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il lui n'a jamais déclenché de guerre pendant son mandat. Donc tout ça va être utilisé pendant l'élection. Or là, on est dans une situation où je pense que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a péché par excès d'optimisme sur l'Ukraine et que on a fait je vais pas dire une grosse connerie, mais on s'est aventuré dans un piège tendu par les Russes. Alors au début, on disait que Poutine était tombé dans le piège tendu par l'OTAN. En réalité, aujourd'hui, je suis pas du tout sûr que ce piège soit que Poutine soit tombé dans ce piège. Et au contraire, sa stature internationale a augmenté. Il a joué les BRICS à fond, le Sud global, et la plupart des pays du monde l'ont soutenu. Ça, il faut le dire aussi. On dit, le monde entier a condamné Poutine, mais c'est faux. Et Poutine n'a eu aucun problème. Alors, ça a été certes une contorsion au début qui a dû faire grincer des dents, et il y a eu, au niveau de la Russie, un volte-face complet au niveau des échanges économiques. Mais aujourd'hui, la Russie s'est rapprochée de la Chine. L'Inde est restée globalement dans ce camp, même si elle entretient des rapports
avec la France et avec le monde entier, comme la Chine d'ailleurs. Mais si vous voulez, globalement, on sent bien que l'Occident aujourd'hui n'a plus la majorité n'a plus l'adhésion de la majorité du monde, voire qu'elle fait l'objet de l'hostilité d'une bonne partie de la planète. Vous évoquiez tout à l'heure la déconvenue en Afrique, mais cette déconvenue en Afrique est aussi une conséquence de ce recul de l'esprit occidental, on va dire, et de l'adhésion que certains pays pouvaient lui porter. Donc la France, les États-Unis aujourd'hui et l'Europe ne sont pas les pays qui ont le vent en poupe. Et ça, Poutine l'a compris peut-être avant tout le monde, et il a su jouer de ça. Donc aujourd'hui, pour Biden, on est face à une situation embarrassante. Pascal Boniface expliquait que ça serait si les États-Unis lâchaient l'Ukraine. Après le précédent de Kaboul, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais on est habitué aux Américains. Souvenez-vous l'époque du Vietnam. Les Américains avaient dit que jamais ils ne lâcheraient le gouvernement de Saigon et du Vietnam Sud. Ils ont fini par le lâcher avec des scènes des gens qu'on évacue en hélicoptère au-dessus de l'ambassade des États-Unis, des scènes absolument dramatiques comme celles auxquelles on a assisté à Kaboul. Est-ce qu'il y aura des scènes pareilles à Kiev ? J'en suis pas sûr, parce que je ne suis pas sûr personnellement, pour avoir été côté russe, que les Russes aujourd'hui ont comme objectif vraiment de dépasser le Dniepr. Ils ont été à la peine, faut le reconnaître. Ils ne se sont pas attendus à autant de résistance de la part de l'Ukraine, qui a résisté, il faut le dire, héroïquement. Aujourd'hui, je ne vois pas les Russes aller plus loin, en dépit de tout ce qu'on peut raconter. Alors là, pareil, le gros problème principal de la narration de victoire ukrainienne, de la dynamique de victoire, c'était de dire la Russie, tout va s'écrouler. J'évoquais les propos de Bruno Tertrais, mais vous avez aussi ceux de Pierre Servant ou le général Yakovlev, pour le citer. Lui, au moment de la rébellion de Prigojine, il disait Prigojine sans la viande morte, il sent le cadavre et donc voilà, il s'est dressé parce qu'il sent que le gouvernement russe est en décomposition. Voilà ce que disaient ces gens. Et donc ils ont entretenu cette idée que la Russie était faible, qu'elle était corrompue, qu'elle était mal embarquée, que son armée était archaïque. Le même général Yakovlev nous racontait que les soldats combattaient avec un fusil pour 2 soldats. Des récits de Seconde Guerre mondiale. Tire-lait et compagnie, on en passe. Plus je vous passe les puces de machines à laver. C'est ça. Et donc, tout ça a été raconté. Et dans le même temps, si la Russie avance, alors là, tout à coup, elle va envahir la Pologne. C'est ça. Et elle va nous menacer. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Donc, il faut savoir, quoi. Et je crois que cette narration du conflit ukrainien a ce double problème, c'est-à-dire en même temps d'exacerber les points faibles de la Russie, ou les supposés points faibles, pour les mettre en avant et dire la Russie va perdre, l'Ukraine va gagner, la liberté va gagner et la démocratie va s'imposer, en gros. Et de l'autre côté, de nous dire la Russie est menaçante, elle est terrible et elle va utiliser l'arme nucléaire ou elle va envahir les pays baltes et remettre l'Europe de l'Est dans un état d'esclavage comme elle l'a fait pendant 50 ans. Voilà. Ce qui est assez terrible, c'est que depuis qu'on a commencé cette émission, finalement, on a parlé de la situation politique en France, de la situation politique un peu européenne, de la situation politique aux États-Unis. Mais en réalité, on a l'impression vraiment que l'Ukraine a été dépossédée de son propre destin. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est dans une situation inextricable. Il a été obligé d'annuler les élections. Alors, on nous explique que c'est parfaitement normal dans un pays en guerre, mais on a quand même forcé l'Irak à organiser des élections alors que l'Irak était en guerre. Tout à fait, janvier 2005. Aujourd'hui, comment voyez-vous la situation politique de Zelensky ? Le problème de Zelensky, c'est là aussi, on est un peu en porte-à-faux par rapport au discours qu'on a entendu. Je me souviens de Gabriel Attal prenant ses fonctions, expliquant que nous devons défendre l'Ukraine bec et ongle parce que nous défendons la liberté, nous défendons nos valeurs là-bas. Le problème, c'est que ces valeurs existaient peut-être avant la guerre, encore que l'Ukraine était désignée comme un des pays les plus corrompus au monde, le plus corrompu ou le deuxième plus corrompu, et qu'il s'y passait des choses qui n'étaient pas très nettes. Pas toujours très nette, en tout cas au regard des valeurs du monde occidental. Gabriel Attal donc,
nommé Premier ministre, nous explique que nous défendons nos valeurs en Ukraine. Quand on regarde ce que la guerre a fait et la façon justement dont Zelensky s'est comporté, aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. La plupart des leaders sont en prison. Pardon. Il n'y a plus d'organes de presse d'opposition non plus. Ils ont tous été interdits. Les élections ont été reportées sine die. Et même au sein de l'appareil politique et militaire ukrainien, un certain nombre de personnages qui n'étaient pas dans la ligne de Zelensky ont été écartés, voire ont disparu. Vous avez, par exemple, le plus célèbre étant Valéry Zaloujny, responsable qu'on peut créditer du bon comportement de l'Ukraine face à l'armée russe au début de l'invasion. Grâce à lui, Kiev n'a pas été touché. Grâce à lui, les Russes se sont repliés, ou en tout cas, il a joué une partition très intéressante à l'est de Kharkov, notamment en reprenant des territoires avec une offensive éclair que les Russes n'avaient pas vu venir, plutôt qu'ils avaient vu venir, mais à l'époque, ils étaient un peu désorganisés, on va dire. Et donc, Zaloujny a fait ses mérites sur le champ de bataille, alors qu'un personnage comme ça était absolument essentiel pour le moral des troupes. C'est un homme qui avait une crédit au niveau des soldats, même chez ses ennemis. Les Russes parlaient de Zaloujny comme un type remarquable. Lui-même parlait d'ailleurs de Gerasimov, son homologue russe, comme quelqu'un de très intelligent, dont il avait lu les manuels. Il expliquait de façon assez ouverte qu'ils avaient été formés aux mêmes écoles et qu'il connaissait la guerre. On l'a remplacé par Alexander Syrski, qui est un Russe d'ailleurs d'origine, qui est aujourd'hui l'actuel commandant et qui est surnommé le boucher. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des balles CV, Bakhmout, tout un tas d'offensives sur lesquelles l'Ukraine s'est accrochée bec et ongle et a perdu des centaines d'hommes, lui sont crédités. Donc vous avez remplacé un général intelligent, capable de manœuvrer d'un point de vue tactique, ayant une vision stratégique aussi, par quelqu'un qui est soviétomorphe. C'est-à-dire que l'Ukraine a régressé d'un point de vue militaire, alors que la Russie, elle, s'est débarrassée pour partie, de cette lourdeur soviétique pour essayer justement de faire des mix intéressants, des panachages de compagnies de volontaires avec de l'armée régulière, de jouer avec les volontaires. Il y a 20% aujourd'hui de volontaires dans l'armée russe qui sont des gens civils, quoi, quasiment qu'on pourrait traiter de mercenaires, si vous voulez, qui ont déjà de l'expérience. Voilà. Donc ce panachage-là, les Russes ont commencé à le réussir. Les Ukrainiens l'ont testé aussi. Mais d'un côté, on met à la tête de l'armée ukrainienne, parce qu'il est fidèle, un type qui a une conception très soviétique et qui ne s'embarrasse pas du coût humain des batailles qu'il peut mener. Et en face, vous avez l'audace. Et en fait, l'audace a changé de camp. Voilà. Tout ça à cause de problèmes politiques, parce que Zaloujny aurait pu se présenter aux élections présidentielles et menacer clairement Zelensky, dont la popularité aujourd'hui est quand même singulièrement diminuée. Donc là, par rapport à ce que je disais sur Gabriel Attal, je prenais comme exemple, mais il y en a plein d'autres, quelles valeurs partageons-nous avec l'Ukraine ? En quoi nos valeurs de liberté, de démocratie, de liberté d'expression, de tolérance sont-elles respectées en Ukraine aujourd'hui ? J'ai un peu de mal avec ce concept. C'est-à-dire qu'on peut quand même, on peut dire oui, on défend l'Ukraine, c'est ce que font les Américains, parce que c'est nos intérêts. Et les Américains ont été très clairs. Moi, je prends deux, ils sont toujours très cash. Et quand ils se trompent, ils le disent. La différence de nos médias, vous avez le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, Bloomberg et autres, qui ont fait une forme de mea culpa par rapport à ce qui avait été dit en Ukraine. Aucun des organes mainstream français, des Échos au Monde, en passant par le Parisien, etc. D'ailleurs, il relaie très peu les erratums, entre guillemets, des autres de la presse étrangère. Non, mais bien sûr, mais il faut toujours regarder ce que dit le Washington Post, surtout pas ouvrir Le Monde. Vous n'apprendrez rien en regardant Le Monde. Au contraire, sur le Washington Post, s'il y a une difficulté sur le terrain de l'armée ukrainienne, elle sera mentionnée. Donc tout était fait pour l'idée de... Parce que notre propagande allait
aller dans le sens de l'Ukraine, l'Ukraine finirait par gagner. Mais en réalité, c'est pas ce qui s'est produit, c'est ça le problème. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, je reviens sur les Américains, les Américains ont compris que c'était plié. Ont compris que l'histoire, l'Ukraine, donc ils ont voté, je dirais, comme une forme de dernière mesure. Ils ont voté ces 61 milliards, peut-être pour que l'Ukraine ne s'écroule pas, plutôt que pour qu'elle reconquérisse les terres qui lui ont été prises par les Russes. En fait, les États-Unis ne veulent pas que l'Ukraine s'écroule, mais aimeraient bien que l'Ukraine commence à négocier. Et c'est là où on en est. Voilà. Et ils ont compris, et je vous dis, l'intérêt des États-Unis, c'était de faire marcher le complexe militaro-industriel. Moi, j'ai écrit un livre sur l'Ukraine qui s'appelle « Jusqu'au dernier Ukrainien », qui reprend une phrase du sénateur Lindsey Graham, qu'on entend nettement moins d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il est plutôt dans le camp de Trump et donc il a changé un peu son fusil d'épaule, mais il avait dit en janvier 2023, avec l'argent américain et avec nos armes, ils combattront jusqu'au dernier Ukrainien. Propos qui est quasi les mêmes prononcés par Mitt Romney aussi, l'ancien candidat aux élections présidentielles, qui disait que c'était the best deal. Pourquoi ? Parce qu'on affaiblissait les Russes. Alors, est-ce qu'on les a vraiment affaiblis ? Ça, j'en sais rien. Mais on affaiblissait les Russes sans utiliser nos soldats. Donc, c'est-à-dire qu'on utilisait notre matériel, on faisait tourner nos usines d'armement, on gagnait de l'argent. Il n'y avait pas de... Vous savez que les Américains sont véritablement hantés par ce qu'ils appellent « boots on the ground ». Depuis l'Irak, depuis l'Afghanistan, la perte des troupes américaines, depuis le Vietnam encore plus. Mais depuis, il y a toujours cette idée qu'on intervient dans le monde, on perd des bons soldats américains, sous-entendu des nôtres, et que ça, c'est inacceptable. Et donc aujourd'hui, voilà, le best deal, c'était ça. Aujourd'hui, vous avez parlé de la corruption en Ukraine. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse avec quelque chose qui m'a amusé, même si ce n'est pas très drôle. On a dit que dans l'entourage de Zelensky, c'était très compliqué. Zelensky était dans une position politique très complexe. Il est de plus en plus contesté. On a vu apparaître un nouveau membre de son gouvernement en Ukraine. C'est le porte-parole des affaires étrangères. Et je vous propose qu'on le redécouvre tout de suite ensemble. Chers membres des médias et du public, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Victoria Shi. J'ai été créée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui utilise l'intelligence artificielle pour vous fournir en temps record des informations de qualité sur les affaires consulaires. Je suis une personne numérique. Cela signifie que le texte que vous entendez n'a pas été lu par une personne réelle. Il a été généré par une intelligence artificielle. Je vais effectuer un certain nombre de tâches. Tout d'abord, j'informerai le public en lui fournissant en temps utile des informations vérifiées provenant des services consulaires ukrainiens. Je fournirai aux journalistes des mises à jour sur le travail des consuls dans la protection des droits et des intérêts des citoyens ukrainiens à l'étranger. Dans le coin inférieur de cette vidéo, vous pouvez voir un QR code. Il renvoie au site officiel du ministère des Affaires étrangères, où le texte de cette déclaration est affiché. Les seules vidéos originales contenant mes déclarations sont celles qui contiennent ce code, et un lien vers le site officiel du ministère, avec le même commentaire sous forme de texte. Avec ma nomination, nous faisons un pas vers l'avenir. Je me réjouis de notre coopération fructueuse. Alors là, objectivement, il y a toutes les valeurs occidentales. C'est-à-dire, il y a l'intelligence artificielle dans la déshumanisation, visiblement une IA avec une incarnation métisse, une femme, bien entendu, parce qu'on est une minorité, comme chacun le sait. C'est le QR code, parce que ça aurait été malheureux de l'oublier. Enfin, on a vraiment le sentiment que l'Ukraine, c'est le laboratoire de l'Occident. Là, c'est le laboratoire du progrès. À noter qu'avant, il y a eu une des porte-paroles de l'armée, était un transgenre affiché, qui finit par quitter, être démis de son poste pour ne pas avoir été d'accord avec ce qu'avait dit Zelensky. Là aussi, manque une preuve d'autoritarisme manifeste. Enfin bon, c'était pas la première fois que l'armée ukrainienne, ou en tout cas l'Ukraine, montrait un visage justement ouverture ultra progressiste, qui est d'ailleurs un peu en contradiction avec ce que ces troupes d'élite mettent en avant. Quand on sait, je suis pas sûr que ce type de communication passe très bien auprès du bataillon Azov, Eidar, au Pravi Sector, qui ont quand même des idées qui professent, même si c'est pas la majorité de leurs membres, une idéologie quand même ultra conservatrice, voire néo-nazie. Voilà, donc voilà, c'est intéressant que ça intervienne maintenant. Qu'est-ce que c'est censé
je pense que l'objectif de ça, c'est de montrer que la Russie est un pays archaïque et que l'Ukraine, c'est la modernité, c'est nous. Voilà, c'est aussi ça. Même si on n'en est pas là, on n'a pas des présentateurs ni des parfois, on pourrait le regretter. Oui, c'est vrai. Oui, mais voilà. En tout cas, je pense que c'est ça. L'idée, c'est l'ultra-modernité d'un côté, face à la barbarie, et on revient toujours à cette idée bien mal, en considérant que ça, c'est l'incarnation absolue du bien, quoi, voilà. Ce que je vous propose justement, je viens de dire, parfois on pourrait le regretter, on va regarder tout de suite Prisca Thévenot quand elle répondait ou tentait de répondre à notre confrère Frédéric Egouy qu'on a reçu ici. Je voudrais revenir sur l'interview accordée par Stéphane Séjourné à Ouest France, dans laquelle il déclare, donc dans le cadre de la stratégie sécuritaire de l'UE, je cite, « Ce sera l'OTAN et l'Europe, les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie ». On comprend que sa réflexion est dirigée par l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre la Pologne, hypothèse que visiblement la France juge crédible, mais qui en l'état n'est que ça, une hypothèse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il définit les enjeux sécuritaires de l'UE uniquement par ce prisme et n'évoque à aucun moment le sabotage de Nord Stream. Or, vous le savez aussi bien que moi, le sabotage de Nord Stream, on n'est plus dans le domaine de l'hypothèse, c'est un acte de guerre avéré qui a visé les intérêts stratégiques vitaux de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'état aujourd'hui de l'industrie allemande. Ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, dont le sabotage de Nord Stream est l'expression ? Est-ce que nos démocraties aujourd'hui sont fragilisées ? Oui. Je pense que oui, ça serait complètement vivre dans une grotte que de dire le contraire. Mais je rappellerai juste aussi qu'il y a récemment, et d'ailleurs ça a été rappelé hier, des atteintes d'ingérence numérique qui ne sont pas niées à regarder rapidement. Typiquement, il y a... J'entends bien le point sur la Russie, j'entends bien que vous considérez la Russie menace, mais qu'en est-il de Nord Stream en fait ? Qu'en est-il de Nord Stream ? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question ? C'est pas que la Russie ? Vous savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream ? Vous avez pas de suspects en tête, quoi. Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-vis de la Russie. Alors qu'on a subi une attaque. On a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Vous savez, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément ce sujet avec le président de la République, est missionné sur ce sujet par le président de la République lui-même, de l'Europe de la défense. C'est bien pour se garder, se protéger d'un certain nombre d'un certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. Bon, Prisca Thévenot n'a pas fait de liste non plus le lendemain, et Frédéric Egouy, lui, la semaine d'après, évidemment, on lui a expliqué qu'il était bien aimable de vouloir se rendre à nouveau à la conférence de presse, mais que c'était bien s'il allait faire un tour dans le quartier plutôt que de rentrer dedans. Insister. Oui, alors ça fait partie malheureusement d'une tendance quand même fâcheuse qu'on constate aujourd'hui, cette espèce d'éviction des journalistes ou il y a toujours eu en France des chouchous de l'Élysée, il y a toujours eu des chouchous du Quai d'Orsay et des gens à qui on file des infos et autres. Mais là, oui, quand ça ne colle pas, en effet, avec la pensée, émise par nos gouvernants, eh bien, quand un journaliste ose insister, je vous le disais tout à l'heure, hein, les journalistes qui font ça, qui savent très bien la réalité, mais qui, pour conserver leur rond de serviette, sont prêts justement à continuer, à en remettre une pièce dans le jukebox et dire voilà, oui, l'Ukraine va gagner à la fin, ou d'éviter de regarder tout simplement l'évolution et la façon dont la Russie a contourné les sanctions, la façon dont la Russie s'est réorganisée. Mais tout ça, le problème, c'est qu'on a le sentiment que ça participe à l'intoxication et donc, de fait, à la défaite. Puisque la défaite est un déni de réalité. Mais si ça servait simplement à écarter des journalistes, bon, ça serait dommage pour la liberté d'expression en France, mais c'est pénalisable parce que c'est quelque chose qui a desservi, à mon sens, l'Ukraine. Je pense que l'adoption de cette narration, il ne s'agissait pas de dire l'Ukraine va perdre, mais l'adoption d'une position non réaliste, fictive, d'une position, je dirais, incantatoire, eh bien, je pense que cette position-là
y compris qui vise à tordre les faits, qui vise à les... Là, la question sur Nord Stream est totalement légitime. Elle ne veut pas, la porte-parole de l'Élysée ne veut pas admettre la vérité. Vous savez, il y a, je sais plus, un journaliste, je ne sais plus lequel, qui avait dit « la vérité est pro-russe ». Mais c'est ça le problème dans leur état d'esprit. C'est-à-dire que quand le Washington Post fait une enquête remarquable et révèle que l'Ukraine est probablement à l'origine, même pas probablement, est quasiment à l'origine du plasticage de Nord Stream, eh bien... et qu'elle n'a pas pu le réaliser toute seule. Non, qu'elle n'a pas pu le réaliser toute seule. Mais vous savez, il y a pas longtemps, moi j'adore les États-Unis, hein. Vous avez souligné que j'y ai passé plusieurs années, j'ai 2 enfants qui habitent là-bas, je ne vais pas vous rappeler mes liens, et c'est peut-être le pays que je comprends le mieux au monde, c'est presque ma seconde patrie. Et ce que je chéris le plus là-bas, c'est ce qui a été rappelé par Joe Biden, il dit il faut que l'ordre soit rétabli, mais la liberté d'opinion doit exister. Il parlait des campus, et que ce soit l'expression d'un soutien à la cause palestinienne ou au contraire d'un soutien à Israël, que ça puisse exister, que ça puisse coexister, parce que c'est le principe des États-Unis qu'il faut y avoir toutes les opinions. Même les opinions qui dérangent, même les choses les plus extrêmes existent aux États-Unis. Nous, on n'est pas du tout dans ce paradigme, on est dans une régression totale de la liberté d'expression en France. Le fait que ce journaliste n'est plus interrogé parce que la question a déplu et en est une illustration, mais bon, vous en avez plein d'autres, hein, sur le service public. Le comique Monsieur Meurice a été écarté hier, la semaine, parce qu'il a réitéré ses propos sur Benjamin Netanyahou. Que la justice avait considéré comme non répréhensible. Bien sûr, et puis le mec fait des communiqués avec clown, un emoji de clown, parce que c'est sa revendication. Il est pas géopolitologue, il est clown. Bon, le problème, c'est que le même service public évincé Jean-Michel, pas Apathy, mais Achille, pardon, juste la semaine précédente, parce qu'il était suspecté d'avoir envisager d'écrire un bouquin avec Jordan Bardella. Donc on se demande, là on n'est plus dans... c'est des suppositions, c'est des intentions. On est jugé sur des intentions. Et là, il y a une tragique régression de la liberté d'expression. On peut être en désaccord avec Mathilde Panot et la France Insoumise sur leur position sur le conflit israélo-palestinien. On peut considérer que c'est scandaleux ce qu'ils disent, mais de là à ce qu'elle soit entendue par la police... Pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme, quand on lit le communiqué, c'est pas malin de dire les forces palestiniennes, machin... peut appeler le Hamas et que le Hamas est un groupe terroriste. Là, il y a une vraie ambiguïté, mais c'est une ambiguïté qui se combat politiquement, qui se discute, mais qui ne doit pas empêcher d'être exprimée. Et là, on a vraiment un grave problème. Maintenant, pour revenir sur la question ukrainienne, oui, je crois qu'on est dans une espèce de fuite en avant, dont quelque part, l'envoi des troupes ou la possibilité d'envoi des troupes est une des illustrations. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire parce que on arrive à échéance, que les Américains on dit je vous êtes gentil mais vous allez prendre la suite, vous êtes nos alliés, hein, donc vous allez prendre la suite. On ne sait pas comment faire et que là, il y a quand même quelque chose d'un peu inquiétant qui est en train de se dérouler. On a vendu cette victoire ukrainienne bec et ongle et qu'elle finirait par arriver. On commence, parmi les gens les plus raisonnables et les plus réalistes, à comprendre que nous, on l'a compris depuis un petit moment, hein, mais que cette victoire ukrainienne ne se matérialiserait pas, en tout cas pas dans la récupération des frontières de 1991, et qu'il fallait négocier, et que continuer 6 mois, 1 an cette guerre, ça veut dire 6 mois, 50 000 morts, 100 000 morts, c'est user ce pays, l'Ukraine, qui n'a plus que 30 millions d'habitants, alors qu'il en avait 44 millions au début de la guerre. Vous en avez 10 millions qui sont partis, dont la plupart en Russie, d'ailleurs, ça on n'en parle jamais. Il y a énormément d'Ukrainiens, le plus grand nombre d'Ukrainiens à avoir quitté l'Ukraine sont partis en Russie. Donc, mais il y en a aussi une grosse partie qui est partie à l'ouest, que ces gens-là ont peur d'être mobilisés dans l'armée, que tous les jours c'est arrivé à Kiev, des gens qui sont allés dans leur travail, ils croisent 2 sergents recruteurs et hop, ils se retrouvent sur le front. Voilà ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est un pays qui a une natalité catastrophique et que voilà, on n'y voit aucun avenir. Tout est noir, tout est bouché. Alors autant, moi je pense
si on veut être au chevet de ce pays, adopter des positions réalistes, commencer à dire, il va falloir discuter. Le problème, c'est est-ce que les Russes sont en état de discuter ça ? Est-ce que les Russes, étant dans une dynamique d'avance progressive, lente, mais progressive, ont-ils envie de se dire tiens, on va discuter, ça y est, on va faire un cessez-le-feu. En tout cas, il serait intéressant, il serait judicieux aujourd'hui d'entendre un peu plus le mot de paix, plutôt que les menaces nucléaires, de se dire on est dans un monde dangereux, on connaît, et ça je salue Arnaud Klarsfeld pour avoir alerté justement sur les horreurs qui ont été perpétrées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les camps de concentration, toutes les souffrances des populations immense de ce conflit qui a déchiré véritablement notre continent et dont nous avons gardé des séquelles encore aujourd'hui, et qu'on n'a pas envie, et je pense que quand on a une mémoire, et c'est le propre des Français d'avoir une mémoire longue, on n'a pas envie de revoir notre pays impliqué, ou en tout cas, et que le mot de paix, même si il est imparfait, même si parfois il peut ce n'est pas être munichois et capituler devant Poutine que de dire il faut arrêter le massacre en Ukraine. Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui est considéré comme pro-russe toute personne évoquant la négociation de paix. Et alors c'est très intéressant. Mais c'est même pas pro-russe, c'est mettre en cause ce journaliste que je ne connais pas, mettre en cause en se basant sur une enquête du Washington Post, oui, bien sûr, sérieuse, établie, etc. Ça veut dire déjà être pro-russe ou être soupçonné d'être pro-russe. C'est pire. Ce qui est assez intéressant, je trouve, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu de plus en plus le narratif dominant, entre guillemets, se craqueler. Alors évidemment avec Nord Stream. Là, on a vu un journal allemand, Die Welt, Le Monde, qui a évoqué les pourparlers de paix qui avaient été mis en place dès les quelques jours qui suivaient l'entrée des troupes russes en Ukraine. Ça a été sabordé. On se rappelle de Boris Johnson qui était intervenu. Quand nous le disions, et j'imagine que vous aussi, bien entendu, on était traité et de pro-russe et de poutinolâtre et j'en passe et des meilleurs. Et en réalité, c'était la vérité. Oui, c'est ça le vrai. C'est une des parties, c'est-à-dire l'approche réaliste sur un conflit comme l'Ukraine est de toute façon suspectée et de toute façon vous place dans une case, vous exclut, vous interdit de plateau. Moi, je constate que je donne mon exemple personnel, puisque c'est toujours plus facile de parler de soi que de parler des autres, mais de mon expérience personnelle, je sais que ça fait 30 ans que je suis grand reporter et que j'ai été dans des médias dits mainstream. Il m'arrivait assez régulièrement, par exemple, de participer aux informés de France Info. La dernière fois que j'ai été invité, c'était à Noël 2022, je m'en souviens. Je n'ai plus jamais été réinvité. Je n'avais rien dit de particulier à cette époque-là, et on n'avait même pas parlé de l'Ukraine à ce moment-là. Mais il y a dû avoir un truc où on a dit, non, ce mec-là, il faut l'évincer. J'ai été l'objet aussi je faisais partie ayant fait beaucoup de travaux sur l'armée française, ayant pas mal suivi les troupes françaises. J'avais aussi suivi l'aviation française, et notamment le passage de la bombe atomique du Mirage 2000 sur le Rafale. J'avais fait un gros sujet dans Paris Match. J'avais même moi-même volé en Rafale à l'époque. Donc c'était vraiment très immersif, très intéressant. À la suite de ça, l'armée de l'air m'avait proposé de faire partie. Vous savez, ils ont des réseaux comme ça. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau ADER. Je me dis, à partir du moment où moi, c'est pas faire la propagande de l'armée de l'air. Oui, je suis patriote. Oui, ça m'intéresse de vous aider potentiellement et de donner quelques conseils. Voilà. Donc j'avais fait partie de cet organisme. J'ai découvert, je revenais d'Ukraine d'ailleurs, dans le journal Challenge, que le réseau ADER en question m'avait exclu 1 an avant la parution de cet article, sans me le dire, parce que je n'étais même pas au courant. Et l'article était, un journaliste pro-russe exclu par l'armée de l'air. Voilà, donc je m'étais pas informé parce que je faisais partie de ce réseau, mais moi ça m'a jamais été mon truc d'aller le week-end. J'aime bien parler aux militaires, mais de temps en temps, et j'avais sans doute autre chose à faire que de suivre les activités de ce réseau. Je n'étais pas au courant et on m'avait exclu. Et en effet, ce que racontait cet article, c'était ça. C'est complètement hallucinant. Donc évidemment, quelqu'un de l'armée de l'air a été interrogé anonymement.
aussi dans l'article. Voilà, ça c'est très français, vous savez, cette volonté ou cette manière de tout à coup de vous faire disparaître. En fait, on voudrait que la vaporisation on va pas vous tuer, quoi. On va pas vous mettre dans une prison infâme comme ça peut être le cas en Russie, mais on va vous exclure, vous tuer socialement et vous faire disparaître. Voilà. Et je découvre, vous vous rendez compte, que c'est un journaliste, une espèce de fouille-merde de Challenge qui a réussi à déterrer ce truc pour finir par faire un article contre moi, expliquant que un journal, alors, c'était même pas pro-russe, le terme exact eût été pro-russe, si vous voulez m'accuser d'être... C'était un journaliste russophile, complètement absurde, parce que russophile, ça veut dire on peut aimer la culture russe, tout en étant opposé à Vladimir Poutine et à l'attitude de la Russie en Ukraine. Mais bon, il y avait une confusion, vous savez, les journalistes aujourd'hui, malheureusement, il y a un problème de culture générale, donc manifeste, et ça lit pas assez, malheureusement. Mais en tout cas, c'était absurde, voilà. Ça, c'est un des exemples où, je pourrais vous en citer d'autres, mais je ne suis plus jamais retourné sur le service public. J'y allais pas beaucoup, hein. Mais il y avait une émission sur France Culture, je me souviens, qui s'appelait Retour de reportage ou quelque chose comme ça, où, quand j'étais en Syrie, j'étais allé côté Bachar, il me demandait de venir, et voilà, donc il y avait quand même, on essayait d'avoir plusieurs points de vue, il y avait des gens qui avaient couvert l'opposition, c'était intéressant. J'ai proposé de débattre aussi, ayant couvert le Donbass, et notamment la bataille de Bakhmout, avec des confrères, ça serait quand même intéressant, au bout de 2 ans d'Ukraine, de savoir, d'avoir quelqu'un qui est allé côté russe, quelqu'un qui est allé côté ukrainien, d'essayer de comparer. Jamais ce débat n'a eu lieu. Pourtant, pourrait, je pense, intéresser beaucoup de gens. Et ça pourrait être bénéfique. Bien sûr. Même pour le conflit. Tout à fait. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'être venu jusqu'à nous sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le rappelle, et c'est vraiment très important en ce moment, n'oubliez pas de partager cette émission, de la relayer, comme on dit en bon français, parce que vous allez encore me le rappeler dans les commentaires. Laissez justement vos commentaires, et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air, et vérifiez aussi que vous êtes toujours abonné à la chaîne de TVL, puisque YouTube joue des tours aussi à ce niveau-là. À la semaine prochaine, chers amis. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.